Alors, dans Récolte et semailles, Grothendieck à un endroit écrit que pour prouver un théorème que certains considèrent comme la principale activité mathématique, il y a essentiellement deux méthodes d'approche. Il compare un problème à une noix, et il dit qu'on peut ou bien prendre un burin et un marteau et essayer de la casser ainsi, ou bien qu'on peut ici imaginer la mer qui monte et qui petit à petit dissout l'écorce de la noix. Et il considère que c'est cette deuxième approche qui est vraiment caractéristique de lui. Et je me rappelle effectivement, une fois au séminaire à Bure, au séminaire SVA 5, il démontrait le théorème de changement de base en Cournot-Viétal pour un morphisme propre. Et il y avait des dévissages, des dévissages, des dévissages. On avait l'impression qu'il ne se passait rien. Et puis à la fin, le théorème était démontré et il fallait faire un effort pour comprendre qu'effectivement, il y avait quelque chose de très difficile qui avait été fait sans que rien n'apparaisse, tellement le formalisme rendait tout transparent. Alors ce que je voudrais essayer de faire, c'est de reprendre certaines des idées qu'il a introduites et d'essayer de montrer autant que je puisse combien elles étaient étonnantes dans leur simplicité. Maintenant, ça paraît simple, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Ou bien ça l'était trop pour qu'on puisse vraiment s'y faire. Je ne parlerai pas de toutes les idées qu'il a introduites par manque de temps et de compétences, spécialement. Je ne parlerai pas de sa première période sur les espaces vectoriels topologiques, ni des choses les plus récentes de géométrie annabélienne. Alors le premier thème dont je voudrais parler, c'est celui des FEMA. Et c'est sans doute celui auquel on pense le premier en pensant à Grothendieck, car c'est, je crois, celui qui a été le plus vite accepté, qui est entré dans notre inconscient collectif. Déjà en 62, Serre disait que les FEMA étaient le langage naturel de la géométrie algébrique. Et il y a bien sûr toute une série de prédécesseurs pour la notion. Il y a d'abord Weil, avec dans son livre sur les fondements de la géométrie algébrique, qui définit les variétés abstraites par recollement, au lieu de se limiter au cas de variétés projectives ou quasi-projectives définies directement comme étant plongées. D'autre part, il y avait précédemment les travaux de Feuvalet, qui avait une notion de FEMA. C'était la notion de localisation et d'anneaux locaux qui était mise en avant. Essentiellement, Feuvalet voyait un FEMA comme étant tous ces anneaux locaux, avec des conditions assez pénibles à écrire pour exprimer qu'on avait bien affaire à un FEMA séparé. D'autre part, il était clair aussi pour Weil, pour Shimura, pour Nagata, qu'est-ce qui était nécessaire. On voulait retrouver la géométrie algébrique des Italiens. On voulait aussi pouvoir faire de la géométrie algébrique sur les entiers, avoir une notion de spécialisation. C'était spécialement utile pour Shimura, qui apparaît pour la multiplication complexe. Donc on voulait pouvoir travailler sur Z, on voulait pouvoir spécialiser. Et d'autre part, il y avait aussi le travail de Serre, qui était sur un corps algébriquement clos, enfin, essentiellement sur un corps algébriquement clos n'était pas trop important, et où on avait le point de vue de voir un FEMA comme étant que ce qu'on recollait, c'était des espaces annelés, mais dans le cadre où Serre se plaçait, c'était un faisceau d'anneaux de fonction qui était donné, parce qu'on considérait seulement des espaces réduits, comme on dit maintenant, et donc le faisceau d'anneaux n'était pas un faisceau en l'air, c'était un faisceau de fonctions à valeur dans un corps algébriquement clos. Alors l'idée, en un sens naïf, de Grothendieck, donc de toute façon, ce qu'on recolle, c'est des FEMA affines. La notion de recollement était suffisamment bien comprise, donc il faut comprendre ce qu'est un FEMA affine. Et dans FAC, il était clair que, par exemple, si on considérait des
schéma affine sur un corps algébriquement clos. Enfin, dans le cadre de Fac, cette notion de schéma affine équivalait à celle de quotient d'un anneau de polynôme, donc un anneau de type fini sur un corps algébriquement clos, qui soit réduit, sans idéaux nilpotents. Et l'idée de Grothendieck, toute simple, c'est essentiellement de définir les schémas affines comme étant la même chose que des anneaux commutatifs à unité quelconque. Ça obligeait toute une série de changements de point de vue pour avoir cette idée-là. Par exemple, précédemment, et encore après en un sens, mais ça prendra une autre forme, le point de base, c'était le Nullstellensatz de Hilbert, qu'on s'intéressait à un corps algébriquement clos, à une partie de l'espace affine définie par des équations, et qu'on avait le Nullstellensatz qui disait, qui donnait une correspondance entre partie de l'espace affine définie par des polynômes égalés à 0 et les idéaux de l'anneau des polynômes qui sont égales à leur propre radical. Alors, dans le point de vue considéré ici, le Nullstellensatz n'a pratiquement aucun rôle à jouer. Et en fait, si on regarde les EVA, le Nullstellensatz n'apparaît pratiquement pas. Donc ça, c'est un premier changement de point de vue qui est très net. Un autre idée, parce que ceci c'est juste absent, c'est rien à en faire réellement. L'idée de base, une idée de base, c'est de toujours considérer une situation relative, un schéma X au-dessus de S. Et c'était vraiment clair quand on parlait à Grothendieck que c'était ça la situation qui apparaissait. Ça me rappelle un exposé Grothendieck, un exposé Bourbaki, en 64-65. Avant qu'il ne vienne dans la salle, on avait écrit en grand au tableau X sur S. Alors, un peu avant son exposé, il a vu ça, il a effacé. Et puis, quand il a commencé son exposé, il a commencé à écrire X au-dessus de S. Alors, en un sens, ce point de vue relatif est un peu un substitut au fait que précédemment, l'objet de base était l'ensemble des points sur un corps algébriquement clos. Quand on considère X au-dessus de S, c'est à quoi il faut penser, c'est que chaque fois qu'on se donne... donc S, c'est par exemple, correspond au spectre d'un anneau A, et chaque fois qu'on envoie A dans un corps algébriquement clos, de X au-dessus de S, on déduit un schéma sur ce corps algébriquement clos. Donc, en un sens, l'objet géométrique, c'est toutes les fibres géométriques de ce morphisme qui sont en un sens collées, qui forment une famille, parce qu'on se donne un schéma X au-dessus de S. Et ça amène à la distinction entre propriétés géométriques et propriétés arithmétiques. Un des outils essentiels dans ce cadre des schémas, c'est l'existence de produits fibrés. Quand on a X au-dessus de S et un morphisme de S' dans S, on peut considérer le produit fibré ou X', X fois S' sur S, ou comme on dit aussi, le schéma déduit de X par changement de base de S à S'. Essentiellement, les propriétés géométriques sont les propriétés invariantes par changement de base, et que dans une large mesure, on contrôle en comprenant ce qui se passe fibre géométrique à fibre géométrique. Tandis que les propriétés arithmétiques seraient celles qui dépendraient de X lui-même, éventuellement indépendamment de la base S. Donc en ce sens-là, on retrouve un peu le point de vue de Weil que l'objet essentiel, c'est l'ensemble des points du schéma sur un corps algébriquement clos. Mais dans Weil, ça l'a amené à prendre cette notion d'ensemble des points du schéma comme la notion de base, et puis le corps de définition comme une structure additionnelle. Ici, la donnée de base n'est pas celle qui est donnée par cette image-là, c'est X au-dessus de S, mais quand on en a besoin, on récupère des schémas sur des corps algébriquement clos simplement par un changement de base. Et ce point de vue-là est aussi essentiel pour avoir une image géométrique de ce que c'est un schéma. Parce que si on regarde la définition d'un schéma,
Les points d'un schéma n'ont vraiment aucun sens géométrique. Les corps résiduels sont différents, de dimensions différentes. On ne peut pas intuitivement penser à un schéma comme à l'ensemble de ces points, ou tout moins c'est très artificiel. La notion artificielle, la notion naturelle est la suivante. Étant donné x au-dessus de S, chaque fois qu'on considère S', au-dessus de S, on peut considérer l'ensemble des sections de x' au-dessus de S', ou si on pense en termes de x défini par un système d'équations à coefficient dans un anneau A, qui constitue une extension de cet anneau, on considère les solutions de cette équation dans cet autre anneau. Donc dans le langage des anneaux, on a A', x défini par des équations. Et on peut considérer les solutions du système des équations à coefficient dans A'. Et la donnée géométrique n'est pas l'ensemble des points, comme le schéma défini comme ensemble de points. L'objet géométrique, c'est l'ensemble des points à valeur dans A', quel que soit A'. Ici, cette notion de foncteur représentable apparaît pour donner le support géométrique de la théorie. L'objet réellement est vu au mieux comme étant le foncteur représentable correspondant, l'ensemble des points à valeur dans A' pour tout A'. Et c'est ce point de vue-là aussi qui a permis de donner un sens tout à fait clair à la notion ancienne d'espace de module. Riemann pouvait déjà dire que les courbes de genre V dépendent de 3V-3 paramètres complexes. Je pense qu'il disait plutôt 6V-6 paramètres réels. Mais ce que cela voudrait dire exactement n'est, je pense, devenu réellement clair qu'avec Grothendieck, où quand on a un problème de module, un certain type d'objet qu'on veut classifier, en fait, ce qui est donné le plus naturellement, c'est un foncteur, de dire pour chaque schéma S, qu'est-ce que c'est qu'une famille d'objets du type considéré paramétré par S. Une solution du problème de module est un foncteur qui représente ce foncteur. Donc on a le foncteur qui à S associe l'ensemble des familles paramétrées par S d'objets du type correspondant. Et une solution du problème de module est une famille universelle dont toute autre famille se déduise de façon unique par changement de base. Il fallait aussi comprendre ce que c'est vraiment la notion de famille, et ce n'était pas une chose évidente du tout, je crois, de comprendre que la bonne notion de famille algébrique de schéma, par exemple, est un morphisme x flèche S qui est propre, plat. Plat est ce qui exprime que la famille varie de façon algébrique, et en plus les fibres géométriques du type voulu. On impose des conditions aux fibres géométriques et on demande en plus qu'on ait un morphisme propre et plat. Donc ça, c'est tout ce qui va autour de cette notion de schéma. Grothendieck a aussi utilisé les mêmes idées dans le cadre de la géométrie analytique, où c'était souvent plus difficile et parfois plus simple de traiter les problèmes. Et là, je voudrais dire aussi que ce thème des courbes a été un intérêt récurrent pour Grothendieck. Ce n'était jamais très loin de ce qu'il faisait. Il y avait d'abord comme premier exemple tout à fait non trivial d'espace de module dont on prouvait l'existence. Un second théorème, à peu près à la même période, c'était celui si on a une courbe X sur un corps algébriquement clos de caractéristique P, calculer le π1 de cette courbe, ou en tout cas la partie, le plus grand quotient premier à la caractéristique du π1. Alors plus tard, dans le développement de la cohomologie étale, le cas des courbes était vraiment le cas crucial auquel se ramenaient tous les dévissages. Et encore plus tard, dans les années 70, Grothendieck a été extrêmement impressionné par le théorème de Bieli, qui disait qu'une surface de Riemann est une courbe algébrique définie sur Q, si et seulement si c'est sur Q bar, pardon. Si et seulement si, elle peut se représenter comme un revêtement de la droite projective ramifiée seulement en 3 points.
qu'on prend 0,1 à l'infini si on a envie. Ah oui, une chose que j'avais oublié de dire. Donc tout au début, j'expliquais que Grothendieck avait cette image de la mer qui monte pour résoudre les problèmes en les dissolvant. Et il cite une liste de problèmes qu'il considère avoir traités par cette méthode-là, qui pour moi est un petit peu surprenante. Alors je vais la citer. Le premier problème dont je n'ai pas parlé, c'est Riemann-Roch. Un second, c'est celui que je viens de mentionner ici, sur la structure du pi1 d'une courbe sur un corps algébriquement clos, par une réduction au cas complexe. Il y a la rationalité des fonctions L, qui tombe comme un fruit mûr une fois que le formalisme de la cohomologie et L, de la dualité, de tout ce qu'il fallait, a été développé. Et il mentionne aussi le théorème de réduction semi-stable pour les variétés abéliennes, une fois qu'on a compris comment certaines propriétés des représentations éladiques du groupe de Galois d'un corps local. Le théorème de réduction semi-stable venant finalement du théorème que la monodromie locale est unipotente, qui voyait d'un point de vue galoisien. Une situation où ce point de vue est apparu le plus tôt, dont je ne dirai pratiquement rien, on parlera du théorème de Riemann-Roch absolu, en tout cas ailleurs dans cette conférence, c'est de prouver le théorème de Riemann-Roch relatif pour x au-dessus de S, pour les besoins duquel Grothendieck a introduit le groupe K0, qui en un sens est le premier groupe de la théorie des groupes de K théorie supérieure. Et c'est une direction qui n'a pas vraiment suivi. Je me rappelle de longues conversations à Massy-Verrières avec Quillen en se promenant sur l'ancien talus de chemin de fer. Alors, comme à son habitude, Grothendieck aimait beaucoup marcher, être dehors, mais il ne regardait absolument pas ce qu'il y avait autour de lui. Et je me rappelle de longues discussions avec Quillen donc, sur cette théorie des KI supérieurs que Quillen développait. En un sens, ses travaux plus récents à la poursuite des fins sont encore tournent autour de ce thème. Une bonne façon de comprendre les KI supérieurs, c'est de voir tous les KI supérieurs comme formant un spectre. Grothendieck aurait vu ça à la poursuite des fins comme étant une infinie catégorie, mais il n'a jamais rejoint ce point de vue des infinies catégories avec les travaux de Quillen, par exemple. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le premier thème, celui des FEMA. Le second thème dont je voudrais parler est celui des topos. Pour des raisons que vous pourrez peut-être essayer de comprendre après, il trouve que cette notion de topos a été sous-estimée, et une des marques depuis longtemps de l'importance centrale qu'il attache à la notion, c'est que ce séminaire SVA4, consacré en grande partie à la cohomologie étale, ne s'appelle pas cohomologie étale, mais théorie des topos et cohomologie étale des FEMA. Et essentiellement, Grothendieck nous a permis de comprendre autrement un mot qui joue un rôle crucial, le mot localement, que depuis la théorie des FEMA, on comprend très différemment de comment on pouvait le comprendre avant. Il y a aussi quelques prédécesseurs pour cette notion, mais je pourrais citer beaucoup moins que vous n'avez pu citer comme prédécesseur pour la notion de FEMA. Un prédécesseur, c'est les théories de Haussmann, qui avait observé que dans la notion de faisceau, on n'avait pas vraiment besoin d'un espace topologique, mais qu'on employait simplement l'espace ordonné des ouverts de l'espace topologique. Mais je crois que ça n'a absolument aucune influence sur Grothendieck, qui de toute façon ne lisait pas ce que les autres lisaient, qui apprenait ce qui se passait en dehors de lui à travers Serre ou Dieudonné, et clairement Serre ne s'intéressait pas du tout à ce genre de choses que faisait Haussmann.
Par contre, il y a eu une autre serre a, je crois, eu une influence directe en introduisant la notion de fibré isotrivial. L'idée que quand on considère des espaces principaux homogènes ou fibrés de diverses natures, dans bien des cas, la notion naturelle n'est pas celle de fibré localement trivial qui était assez comprise, par exemple, par Vell déjà, mais qu'il fallait considérer des fibrés qui deviennent localement triviaux ou triviaux après un revêtement fini non ramifié. Et en fait, l'ancêtre le plus direct, là où la notion s'est d'abord développée, c'est dans la théorie de la descente. Donc, comme j'avais expliqué, la notion de base n'est pas celle d'un schéma, mais d'une famille de schémas paramétrés par S, donc une autre façon de dire par un morphisme de schéma. Et une opération fondamentale, c'est de faire un changement de base. Donc, un autre nom pour produit fibré. Et une question essentielle, c'est de pouvoir monter et descendre, savoir que certaines propriétés sont préservées par extension des scalaires, changement de base, et aussi savoir dans certains cas que si une propriété est prouvée après changement de base, ou si on a pu faire certaines constructions après changement de base, on peut les redescendre au schéma de base. Par exemple, on veut prouver quelque chose, par localisation on peut se ramener à prouver le même énoncé sur le spectre d'anneaux locaux, et on aime pouvoir passer des anneaux locaux à leur complété, qui peuvent être atteints par d'autres techniques. Oui, pour étudier ce qui se passe sur les anneaux locaux, on peut étudier d'abord ce qui se passe sur des quotients par une puissance de l'idéal maximal. Ceci, c'est plus ou moins un problème différentiel. On passe de ce problème différentiel au complété et on veut redescendre à l'anneau local. Alors ici, il y a une chose que je voudrais quand même dire, que j'aurais dû dire tout à l'heure. Pour nous, il est maintenant plus ou moins évident que les éléments nilpotents considérés des anneaux locaux modulo une puissance de l'idéal maximal, c'est une façon de faire de la géométrie différentielle, de comprendre infinitésimalement ce qui se passe. Mais je voudrais indiquer que pour les Italiens, ce n'était pas du tout une idée naturelle. Les Italiens aussi s'étaient posé le problème, sur une surface surtout, de comprendre ce qui se passe infinitésimalement au voisinage d'un point. Par exemple, il est clair que si on impose à une courbe de passer par deux points, puis que ces points commencent à se coaguler, on impose de passer par un point et d'avoir une tangente donnée en ce point-là, et on peut aller au-delà. Mais les Italiens ne traitaient pas du tout ce genre de questions en termes d'anneaux à éléments nilpotents. Le point de vue qu'ils adoptaient toujours, c'était de passer de la surface donnée et de faire une série d'éclatements. Le premier stade, c'est que si on a une surface et un point, si on éclate ce point, on le remplace par une droite projective, et chaque point de cette droite projective correspond sur la surface originale à un point, enfin le point qu'on a éclaté, plus une direction. Et c'était en généralisant ce point de vue-là que les Italiens essayaient de comprendre les propriétés infinitésimales des surfaces. Donc le point de vue des éléments nilpotents était quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque. Oui, donc là, il y a, comme prédécesseur, il y a cette question de descente. Ce qu'il a vu, c'est que si on veut construire, par exemple, x au-dessus de S, qu'on parvient à construire x' au-dessus de S', si on veut descendre ce x' au-dessus de S' en S au-dessus de x, la première chose à faire, c'est de trouver quelle doit être aussi l'image de x au-dessus du produit fibré S' fois S', avec une condition de compatibilité sur le produit fibré triple. Et dans le cas particulier où
S' est simplement une réunion disjointe d'ouvert de S, c'est simplement la localisation que tout le monde fait pour définir un objet X au-dessus de S. On considère un recouvrement ouvert UI de S. Au-dessus de chaque UI, on construit l'objet, et puis sur les intersections des UI, on les recolle, et il y a une condition de compatibilité sur les intersections triples. Mais ce qui est tout à fait nouveau ici, c'est que S' n'est pas une somme disjointe d'ouvert, mais quelque chose qui est au-dessus de S. Donc on a S ici, on a des fibres qui peuvent être de dimension positive de S' au-dessus de S, et essentiellement ce qu'on se donne, on construit l'objet sur S', et si deux points sont au-dessus du même point de S, on se donne un isomorphisme entre les fibres entre ces deux points, qui est la donnée de recollement. Mais la bonne façon de l'exprimer, c'est ce langage de données de descente, qui s'applique très joliment pour expliquer la descente galoisienne, la descente inséparable qui venait avant. Et là, j'aime beaucoup l'expression que Cartier m'a dit une fois, c'est que, de nouveau, c'est un peu cette image de la mer qui monte, on ne voit plus ce qu'il y a à démontrer. Cartier disait que Grothendieck pouvait prouver la descente galoisienne par descente galoisienne. Et en un sens, c'est assez vrai. Alors, donc ça, c'est comme je comprends la source d'avoir compris que cette notion de descente de S' au-dessus de S, qui n'est pas une somme disjointe d'ouvert, peut se traiter par ce langage de la descente de la même façon qu'on traiterait un recouvrement ouvert de S et de faire des recollements. Donc là apparaît l'analogie entre donner une certaine classe de morphisme, comme morphisme surjectif et plat, et la donnée de recouvrement. Et le principal succès de la notion de topos a été de fournir le cadre qu'il fallait pour définir la cohomologie éladique. Essentiellement, on a d'abord cette notion de topos. Les topos sont ce qu'il faut pour définir une notion de faisceau. Grothendieck avait vu précédemment que si on voulait définir la cohomologie des faisceaux, il n'était pas nécessaire de procéder à la TFEF ou par quelle autre façon, mais qu'on pouvait simplement partir de la catégorie des faisceaux et considérer les foncteurs satellites du foncteur section globale. Donc ce point de vue s'adaptait aussi bien dès qu'on avait n'importe quelle notion de faisceau avec des propriétés raisonnables. Et il a ensuite su montrer que si on prend comme topologie la topologie étale, la théorie de cohomologie qu'on obtient, la cohomologie éladique, a tout ce qu'il faut pour prouver la rationalité des fonctions L. Alors, j'imagine qu'une des raisons pour laquelle la notion de topos est moins entrée dans notre inconscient collectif que celle de Fermat, c'est que d'une part, de cette application la plus spectaculaire, le site ou le topos qui apparaît là est vraiment très proche de l'intuition classique. On peut presque oublier que ce n'est pas des vrais ouverts, mais qui sont un peu étalés au-dessus de l'espace donné. Et dans les autres cas où la notion de topos est utile, il y avait essentiellement toujours d'autres façons d'aborder le problème que les gens ont souvent préféré plutôt que de faire l'effort de voir ce nouveau point de vue. Les cas auxquels je pense, par exemple, d'abord il y a la notion de, quand on se considère un espace feuilleté, on peut considérer un site correspondant où les ouverts sont donnés par des sections à la foliation. Enfin, il y a une cuisine qu'on peut faire. Mais en fait, ça n'a pas... Oui, on a ceci. Moralement, on peut considérer X modulo cette relation d'équivalence, mais pas comme espace topologique, mais comme site ou comme topos. Et ça, on obtient un objet qui est un topos qui est localement une variété. On a pu faire du complexe de Ram, tout ce genre de choses-là. Mais en fait, ça n'a pas été la façon la plus commode de donner un sens à ce X modulo une relation d'équivalence.
La façon qui est apparue comme la plus commode, c'est celle d'Alain Kohn d'introduire des algèbres non commutatives dont les modules sont moralement des fibrés vectoriels sur ce quotient x modulo r. Un autre cas plus proche de la géométrie algébrique, c'est la covie non pas elladique mais cristalline, où là, le topos dans la cohomologie cristalline et la cohomologie correspondante est un topos beaucoup plus loin de l'intuition classique. Le site correspondant n'a pas d'objet final. On a des morphismes de topos qui ne viennent pas de façon très claire de morphismes de site. Tout ça est assez délicat. Et on a en général une ou même deux façons autres de procéder. Une qui est d'utiliser systématiquement le complexe de Zoram, ou un autre point de vue aussi, c'est de systématiquement employer des démodules. Et de ce fait-là, on n'a pas le même besoin du topos cristallin qu'on a du topos étal. Sinon, la notion de topos apparaît en logique aussi, mais ça, c'est tout à fait en dehors de ce qui étaient les intérêts de Grothendieck. Là aussi, il y a une série de prédécesseurs. Il y a Cartan-Ellenberg, par exemple, diverses théories de dualité, notamment la dualité en cohomologie galoisienne avec Poitou-Serre, la théorie de la dualité pour les espaces topologiques avec Borel. Poitou-Tête. Pour la dualité des cohomologie galoisienne, dans le cas arithmétique. Ben c'est Poitou et tête. Oui, oui. Non, c'est des prédécesseurs que je cite pour le moment. Dans le cas topologique, il y a Borel. Je n'ai pas compris que tu disais tête. Ah, pardon. Alors, Grothendieck a ici édifié un formalisme extrêmement souple, qu'il a appelé le formalisme des 6 opérations. Un point de départ est l'introduction de la notion de catégorie dérivée d'une catégorie abélienne. Là, je ne sais pas quelle est la part respective de Grothendieck et de Verrier. Je m'en fous d'ailleurs en général des parts respectives de l'un ou de l'autre. C'est un colloque sur l'histoire. Pardon ? C'est un colloque sur l'histoire. Alors ça c'est le cas, cette catégorie dérivée, c'est pour le cas abélien. Il faut quand même mentionner qu'avant ce formalisme cohomologique général, un peu il avait étudié le cas non abélien dans l'article à Kansas, qu'on bien comprendre le HAF1, dans le canon commutatif inspiré par Vell, j'imagine aussi. Et ce thème non abélien, après, s'est poursuivi dans le livre de Viroux, où le HAF2 est interprété de façon plus ou moins terre-à-terre ou catégorique. Pour le cas abélien, le premier, il y a eu l'article du Tohoku. Est-ce que j'ai la date? Oui. Qui est l'endroit où notamment il montre que la notion de cohomologie des faisceaux, que dans le cas des FEMA, Serre introduisait la cohomologie des faisceaux algébriques cohérents en termes de cohomologie de Tveff. Et ici, dans le Tohoku, il y avait une définition générale qui s'appliquait sans devoir trop se poser de questions, simplement comme foncteur satellite de foncteur de section globale. Donc après ça, pour moi, un point essentiel a été l'introduction de la catégorie dérivée, où l'idée de base est très simple, que chaque fois qu'on calcule la cohomologie de quelque chose, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une résolution d'un faisceau, par exemple. Dans le cas des faisceaux, on prend une résolution convenable de ce faisceau, par exemple un complexe de Zoram. On prend la section globale, ou si c'est des X qu'on calcule, on considère une résolution projective, des homomorphismes dans quelque chose.
Mais dans tous les cas, quand on calcule des groupes de cohomologie, ce qu'on obtient n'est pas simplement les groupes de cohomologie, mais on a toujours un complexe qui vient avec, qui leur donne naissance. Donc l'objet réellement naturel qui est construit, c'est un complexe dont les objets de cohomologie sont les groupes de cohomologie dont on s'agit. Et dans une large mesure, il y a souvent intérêt, aussi longtemps que possible, à rester au niveau du complexe plutôt que de passer simplement à la cohomologie. Et le formalisme des catégories dérivées est un formalisme qui marche étonnamment bien et qui permet de faire ça de façon très, très souple. Et qui permet par exemple, au moins dans les énoncés, au lieu de se trimballer avec quelques suites spectrales, on a une formule de foncteurs composés simplement. Fait qu'à la fois on comprend mieux ce qui se passe et on se sent qu'on est plus proche de ce qui se passe réellement. Donc il y a ce formalisme de la catégorie dérivée qui est essentiellement le support de ce formalisme des 6 opérations. Alors je voudrais dire quelles sont ces 6 opérations. Comme je comprends, le formalisme est d'abord apparu en cohomologie cohérente, pour les faisceaux cohérents, où elles ne sont pas tout à fait au complet. Mais non, aussi dans le cas des espaces topologiques, CW complexe en tout cas. Alors l'idée c'est qu'on considère un espace, certains types de faisceaux, la catégorie dérivée correspondante, et les opérations avec lesquelles on aime jouer sont les suivantes. On a une opération de produit tensoriel. S'il y a des phénomènes de torsion qui se passent, il faut prendre un produit tensoriel dérivé. Donc au niveau des complexes, c'est ce qui se donnera des foncteurs Tor. On a aussi un foncteur Ohm. C'est ce qui correspond quand on passe à la cohomologie au Ext. Ça, c'est ce qui se passe sur un espace donné, dans une de ces catégories dérivées. D'autre part, si on a un morphisme X, flef, Y, on dispose de 4 foncteurs reliant les objets sur X et les objets sur Y, 2 foncteurs allant de X, des objets sur X aux objets sur Y. Dans le cas des espaces topologiques, c'est les foncteurs IMAF direct, plutôt le dérivé du foncteur IMAF direct, et aussi le dérivé du foncteur IMAF direct à support propre. Et dans l'autre sens, on a le foncteur IMAF inverse et le foncteur IMAF inverse extraordinaire, RF exclamation en OU. Et on a une formule d'adjonction entre ces deux foncteurs-ci, qui est tout à fait triviale, et aussi une formule d'adjonction entre les deux foncteurs extraordinaires, et ceci s'incarne dans les diverses théories de dualité dont on dispose. Dualité de Poincaré, dualité de Serre pour les faisceaux cohérents, en cohomologie étale, dualité en cohomologie étale. Et vous voyez bien 6 opérations qui essentiellement... alors oui, dans le cas des faisceaux cohérents, la théorie marche vraiment pour les IMAF directs seulement pour les morphismes propres, et dans ce cas-là, ces 2 IMAF directs coïncident. Mais dans le cas soit topologique, soit de cohomologie éladique, on dispose des 6 opérations dans toute leur beauté, et plus tard, il s'est encore ajouté d'autres opérations, donc les 6 opérations sont 8 en fait. Dans le séminaire SVA 7, Grothendieck considère un morphisme X flèche S, où S est le spectre d'un anneau d'évaluation discrète, donc avec un point général et un point spécial. Et on a les foncteurs cycle évanescent et cycle prof allant des faisceaux sur la fibre générale vers les faisceaux sur la fibre spéciale. Alors, bon, encore une opération que je devrais considérer, c'est l'opération de dualité. Ce qui se passe plutôt, c'est que dans cette histoire apparaît toujours aussi ce qu'on appelle le complexe dualisant.
qui, dans le cas d'un point ou d'un corps, dans le cas cohérent, est quelque chose de tout à fait trivial. Dans le cas d'un schéma lisse, c'est un objet très simple, des différentiels de degré maximal dans le cas cohérent, ou simplement un faisceau tordu à la tête dans le cas étal, faisceau d'orientation. Et il entre dans le formalisme avec la formule que l'image inverse extraordinaire du complexe dualisant sur Y s'identifie au complexe dualisant sur X. Donc une fois qu'on en dispose sur le point de base, on en dispose automatiquement sur tout le monde par ce type de formule. Ce formalisme, je dirais qu'il a d'abord été développé dans le séminaire Hartshorne. J'ai oublié le titre. Enfin, c'est le livre d'Hartshorne, mais c'est le séminaire de Grothendieck. Comment il s'appelle ce séminaire? Je ne sais plus. Enfin, il y a dans quelque chose comme dualité, cohérent, enfin, Residues and Duality, oui. Et en un sens, tout le formalisme développé là, c'est assez étonnant à voir d'ailleurs, a pratiquement pu être repris tel quel pour traiter le cas de la cohomologie étale. Enfin, le formalisme elle-même, les démonstrations sont complètement différentes. Certaines choses sont essentiellement triviales dans le cas cohérent et sont très profondes dans le cas de la cohomologie étale. Mais il est vraiment miraculeux de voir combien le même formalisme peut servir dans les deux cas. Et ici, je viens de donner les ingrédients de base du formalisme, mais une fois qu'on a ce type de situation, on en déduit formellement des formules de points fixes de type Lefschetz, donc ce qu'on appelle dans le cas cohérent Woods Hole Fixed Point Formula parfois, ou dans le cas éladik la vraie formule des traces de Lefschetz, qui est ce dont sort essentiellement la rationalité des fonctions L avec une bonne interprétation des facteurs rationnels en question. Et c'est un des formalismes que Grothendieck, dans l'école de Samaï, regrette un peu qu'il ne soit pas aussi familier qu'il devrait l'être, et effectivement c'est un formalisme extrêmement puissant. Je voudrais raconter un éberluement que j'ai eu une fois en parlant avec Grothendieck aussi. Un de ses intérêts constants aussi était de comprendre les phénomènes de dualité, ce qui est lié aux variétés abéliennes et donc aux courbes aussi, qui sont toujours un point de départ, et comprendre la notion de biextension. Si on a deux variétés abéliennes A et B, on a une notion de biextension de A et B par le groupe multiplicatif, qui est très commode pour exprimer ce qu'est la dualité entre deux variétés abéliennes. Si deux variétés abéliennes sont en dualité, cette dualité s'exprime par l'existence d'une biextension de A et B par le groupe multiplicatif. Et ça donne un peu une image de la façon dont Grothendieck osait voir les choses. Il m'a expliqué une fois que si on considérait les VM ou les schémas abéliens comme foncteurs représentables sur le gros site étal, ce qui est une chose assez raisonnable, les biextensions de A par B par VM forment simplement le ext 1 du produit tensoriel dérivé A tensoriel B par le groupe multiplicatif. Alors, jamais je n'aurais imaginé qu'on ose considérer un objet pareil, le produit tensoriel dérivé de deux schémas abéliens. Et pourtant, si on regarde ce que les choses veulent dire, ça entre assez bien dans le formalisme général et ça donne immédiatement toutes sortes de formules, de relations que Mumford avait vues, ou comprendre l'accouplement de Weyl attaché à une biextension. Tout ça sort très facilement de ce type de formule, plus bien sûr la suite exacte reliant
la variété abélienne et ses points de division par M, la suite exacte devant suite exacte de Kumer. Mais c'est un exemple de la façon qu'on trouve complètement extraordinaire que Grothendieck avait de réfléchir. Il avait ce formalisme qu'il utilisait comme il respirait. Il s'appliquait à un objet qu'on n'aurait jamais osé de considérer, mais il osait. Il y a encore un thème dont je voudrais parler, qui est celui des motifs. Si on considère des femmes sur un corps K, c'est, disons, algébriquement clos, pour chaque L différent de la caractéristique, on dispose de la cohomologie éladique de X. Et ces cohomologies sont des frères jumeaux pour les différents nombres premiers. Et donc, il est assez naturel de vouloir avoir quelque chose, une cohomologie entière. On sait qu'il n'y a pas moyen, donc il faut inventer quelque chose si on peut avoir quelque chose qui vaut le rôle de la cohomologie entière. Avant d'avoir la cohomologie entière, d'ailleurs, on voudrait aussi avoir une théorie pour P égale la caractéristique. Et là, il y a une longue histoire. Serre qui avait commencé à considérer la cohomologie des vecteurs de Witt. La bonne théorie, finalement, a été la cohomologie cristalline de Grothendieck. Finalement, les vecteurs de Witt ont quand même pu servir pour une interprétation de la cohomologie cristalline en termes de Ram-Witt, mais le point de vue de Grothendieck a été le point de vue cristallin. Donc, on voudrait avoir quelque chose sur Z. Alors, là aussi, il y a eu toute une série d'essais, de tentatives avant d'arriver à quelque chose. Dans ce qu'on voulait, on voulait deux choses. On voulait d'une part comprendre pourquoi toutes ces théories parallèles existaient, qu'est-ce qui les rassemblait, et d'autre part, on voulait mettre en œuvre la stratégie que Serre avait indiquée dans l'article Analogue calérien, ça s'appelle ? Qui expliquait sur les complexes un énoncé qui, si on était à la fois sur les complexes et sur un corps fini, donc on avait à la fois la théorie de Kähler et le Frobenius, on pouvait démontrer la conjecture de Weyl complète. Et un des buts des motifs était de faire une théorie sur Z qui aurait permis d'utiliser ces arguments de Serre dans Analogue calérien. Il y a eu une série d'essais différents. Par exemple, le meilleur exemple de motif, le seul cas qu'on comprenait vraiment, c'était le cas du F1, où un motif correspondant à un F1 d'une variété algébrique, c'est simplement, le F1 d'une courbe correspond à la jacobienne de la courbe, donc la théorie du F1, c'est celle des variétés abéliennes du schéma de Picard, vu comme étant F1 au multiplicatif. Et les premiers essais, comme je comprends, ont plutôt été dans cette direction-là. Il y avait la notion de jacobienne intermédiaire dans les AFI supérieures que Weyl, Griffiths avaient regardé. Il y a aussi la tentative, je crois, de Grothendieck de comprendre les AFI supérieures de X à valeur au multiplicatif, donc l'étude du groupe de Brouwer qu'il a fait dans une série de séminaires Bourbaki. Mais j'imagine qu'il y avait la notion de motif derrière la tête, mais tout ça n'a rien donné, en fait, en direction des motifs. Et là aussi, il a eu une idée qui est assez typique de lui. On a ces diverses théories de cohomologie. On en voudrait une qui les coiffe toutes, à valeur dans la catégorie des motifs. Et son idée, simplement, c'est qu'on peut définir la catégorie des motifs comme étant la catégorie universelle pour laquelle on dispose d'une théorie de cohomologie ayant les propriétés dont on a envie. Donc, une idée assez extraordinaire de définir la catégorie des motifs comme étant la catégorie universelle ayant certaines propriétés. Alors, la notion d'objet universel est une notion bien
ancienne. Mais ici, c'est assez différent. Ce n'est pas des objets qu'on veut construire, c'est la catégorie de ces objets. Et définir la catégorie de ces objets par ses propriétés, essentiellement. Bon, alors ça, on peut faire une définition qui en soi n'a pas appris tellement, mais il y a ici une autre idée qu'il a introduite, c'est que cette catégorie de motifs, bon, c'est une catégorie additive, c'est essentiellement par définition, on voudrait qu'elle soit abélienne semi-simple pour pouvoir attaquer diverses convectures, mais il y a une structure essentielle additionnelle qui est un produit tensoriel qui correspond au fait qu'on peut considérer le produit de deux variétés algébriques et qu'on veut que la cohomologie d'un produit soit le produit tensoriel des cohomologies par la formule de Kunet. Alors, c'est pour étudier les motifs que Grothendieck a inventé la notion de catégorie tanakienne. Il y a une catégorie avec produit tensoriel avec des propriétés raisonnables qui implique presque que ce soit la catégorie de représentation d'un groupe algébrique. Presque, il y a des subtilités à faire. Et la théorie a été développée par Saavedra, qui a choisi le nom tanakien aussi, donc Grothendieck s'est plaint par la suite. En fait, je crois que Grothendieck ne connaissait pas du tout les travaux de Tanaka, et dans Tanaka, l'emphase est effectivement assez différente. Dans Tanaka, on considère essentiellement des groupes compacts. On considère aussi la catégorie des représentations de ce groupe compact, éventuellement unitaire, mais la différence essentielle, c'est qu'on ne considère pas la catégorie en l'air, mais on considère les représentations de ce groupe K, représentation linéaire, plus la donnée de ce qu'est, mais considérée comme sous-catégorie de la catégorie des espaces vectoriels. Donc on se donne d'une part la catégorie avec produit tensoriel, plus le foncteur espace vectoriel sous-jacent. Tandis que l'idée essentielle pour les catégories tanakiennes, c'est que c'est la catégorie en l'air avec un produit tensoriel. On demande l'existence de foncteurs analogues au foncteur espace vectoriel sous-jacent à valeur au moins dans des extensions du cœur de base, mais ce n'est pas partie de la structure de base. C'est un outil pour étudier la catégorie. Donc de ce point de vue-là, c'est très nouveau aussi comme idée. Et là, je dirais que cette idée de catégorie tanakienne, la catégorie en l'air qui permet plus ou moins de reconstruire un groupe dont la catégorie soit le groupe des représentations, est un peu préfigurée par la théorie du Pien. Bon, ici, dans le cas des catégories tanakiennes, on est dans une situation linéaire avec produit tensoriel. Dans le cas du Pien, c'est différent. L'idée, c'est que si on a un espace topologique ou un schéma, enfin, beaucoup de situations sont possibles, on a d'une part la notion de groupe fondamental, et d'autre part, on a la notion de revêtement fini, ou profini, selon le cas. Et dans sa théorie du Pien, il met clairement en évidence l'équivalence entre les deux points de vue, et que si on peut définir la catégorie des revêtements comme catégorie en l'air avec des propriétés convenables, automatiquement on reconstitue le groupe fondamental qui a dualité entre les deux points de vue, comme il y a dualité entre un groupe et la catégorie de ses représentations. Et en fait, beaucoup de résultats sur le Pien peuvent devenir beaucoup plus lumineux du point de vue des revêtements. Par exemple, le théorème de Steele-Van Kampen qui explique comment le Pien d'une somme amalgamée se construit à partir du Pien des morceaux et des intersections, s'écrit simplement comme théorème de descente pour les revêtements. Et ce théorème de Van Kampen un peu compliqué, sont juste une traduction d'un théorème de descente tout à fait limpide. Donc vous considérez cette théorie du Pien comme préfiguration de cette catégorie des catégories tanakiennes. Ce qui était assez ironique dans cette théorie des motifs, c'est qu'elle s'est développée de façon très différente de ce
Grothendieck imaginait, essentiellement parce qu'on n'a fait aucun progrès sur la question de comprendre la notion de cycle algébrique. On ne sait pas plus qu'il y a 25 ans maintenant construire des cycles algébriques intéressants sur des variétés sur un corps algébriquement clos. Et la définition des motifs, pour être réellement utile, exige que, par exemple, qu'on ait quelque chose comme la conjecture de Hodge, qu'on ait suffisamment de cycles algébriques à sa disposition. Et en fait, la direction la plus intéressante après a été la notion de motif mixte, la relation avec les valeurs des fonctions L, et ainsi de suite, des choses dont Grothendieck ne s'était pas réellement intéressé. C'est tout ce que j'avais à dire.